Le hall du palace, sur la promenade des Anglais à Nice, était une cathédrale de marbre et de silence climatisé. Dehors, le soleil de la Côte d'Azur écrasait le bitume, faisant miroiter une mer d'un bleu presque irréel, mais à l'intérieur, une fraîcheur artificielle maintenait le monde à distance. Les baies vitrées, immenses et impeccables, agissaient comme une frontière invisible entre la chaleur vibrante de la vie niçoise et l'opulence feutrée de cet univers international. Des hommes d'affaires pressés, le regard fixé sur leurs écrans, glissaient sur le sol poli sans un bruit, tandis que des couples fortunés parlaient à voix basse, leur conversation se perdant dans le léger murmure de la ventilation. C était un lieu de passage, un non-lieu magnifique où les âmes ne faisaient que transiter, protégées de la véritable saveur du monde par des murs de luxe et d'indifférence. Au milieu de ce ballet impersonnel se tenait Alain Lambert. À 55 ans, il était l'incarnation même du succès, un costume taillé sur mesure à Paris, une montre suisse au poignet dont la valeur aurait pu nourrir une famille pendant une décennie, et une posture qui commandait le respect. Il venait de conclure, par visioconférence, un contrat de plusieurs millions d'euros, une victoire de plus pour le géant industriel qu'il dirigeait depuis Lille. Pourtant, aucune trace de triomphe ne se lisait sur son visage. Ses traits étaient tirés par une fatigue chronique, et ses yeux, clairs et perçants, semblaient regarder à travers les gens et les choses sans jamais vraiment les voir. La tension de l'appel ne S était pas dissipée. LS était muet en un sentiment de vide, l'écho familier de ses victoires solitaires dans un monde qu'il avait conquis mais qui ne lui offrait plus aucune chaleur. Frustré, déconnecté, il tenta de ranger son téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Mais son geste fut maladroit. Sa mallette en cuir, qu'il tenait nonchalamment, lui échappa des mains. Le bruit sec de l'impact sur le marbre résonna brièvement dans le hall, attirant quelques regards fugaces avant que chacun ne retourne à ses propres affaires. Des dizaines de documents, des contrats, des rapports confidentiels s'éparpillèrent sur le sol comme des feuilles mortes en automne. Alain laissa échapper un soupir las. Il ne s'attendait à rien d'autre qu'à cette indifférence polie. Il s'imaginait déjà PDG d'un empire, se penchant lourdement pour ramasser les fragments de sa vie professionnelle sous le regard distant des autres. C était une métaphore parfaite de son existence, une chute solitaire au milieu d'une foule qui ne s'arrêterait jamais pour lui, car son statut le plaçait au-dessus de l'aide, mais en dessous de la compassion. Mais avant même qu'il n'ait pu esquisser un mouvement, une silhouette agile et discrète s'approcha. C était Yanis Moreau, l'un des jeunes voituriers de l'hôtel, dont l'uniforme simple mais impeccable contrastait avec l'opulence ambiante. Le jeune homme de 20 ans n'attendit aucune permission. Avec une rapidité et une grâce surprenantes, il se mit à genoux et commença à rassembler les feuilles éparses. Il ne se contenta pas de les ramasser. Il les réorganisa avec soin, les aligna parfaitement avant de les replacer dans la mallette. Quand il se releva, il tendit l'objet à Alain avec un sourire qui n'avait rien d'appris ou de servile. Un sourire sincère qui illuminait son visage. « Ne vous en faites pas, monsieur. Ça arrive, » dit-il d'une voix calme. « L'important, c'est que tout soit en ordre maintenant. » Pour la première fois depuis des années, Alain se sentit vu. Non pas comme un PDG, mais comme un homme. Ce geste inattendu, d'une simplicité désarmante, laissa Alain Lambert perplexe. Il resta un instant immobile, la mallette en cuir de nouveau fermement dans sa main, observant le jeune homme qui retournait déjà à son poste avec une discrétion professionnelle. Ce n'était pas la servilité d'un employé cherchant un pourboire, mais la dignité tranquille d'un individu qui avait vu un autre être humain en difficulté et avait agi. Cette pensée, si simple, frappa Alain avec la force d'une révélation. Pendant le reste de son séjour, il se mit à observer Yanis, non plus comme un simple membre du personnel, mais comme une énigme. Il le vit rassuré avec une patience infinie, une vieille dame angoissée par son vol, puis éclater d'un rire communicatif en jouant à cache-cache une seconde avec un enfant qui s'ennuyait dans le hall.
Chaque interaction était empreinte d'une chaleur et d'une intelligence émotionnelle qu'Alain n'avait pas côtoyée depuis des décennies dans son propre univers aseptisé. La veille de son départ, il convoqua Yanis sous un prétexte anodin, lui demandant de l'aide pour ses bagages. Mais une fois dans la suite, il ne fut pas question de valise. Il l'invita à s'asseoir et lui posa des questions directes sur sa vie, ses ambitions. Yanis, d'abord intimidé, se détendit peu à peu, et parlant de sa mère, de ses 2 jeunes sœurs qu'il aidait à élever, de son rêve modeste d'ouvrir un jour un petit restaurant sur le port de Nice. Il ne se plaignait pas de sa condition. Il décrivait sa réalité avec une clarté et une absence de ressentiment qui touchèrent profondément Alain. Le PDG ne voyait pas en face de lui un employé, mais un leader naturel, un homme dont la richesse N était pas sur un compte en banque, mais dans sa capacité à créer du lien. C'est alors qu'une idée folle, impulsive et peut-être insensée germa dans son esprit. C était un pari sur l'humain, un acte de foi contre sa propre solitude. « Venez travailler pour moi à Lille », lâcha Alain, sa propre voix le surprenant. Il lui offrit un poste d'assistant personnel, un rôle de confiance, avec un salaire qui transformerait radicalement la vie de sa famille. Yanis resta sans voix, le regard fixé sur cet homme puissant qui lui offrait une porte de sortie inespérée. Le jeune homme sentit un vertige le saisir, un mélange de peur et d'excitation. L'île. C était un autre monde, un univers de brume et de briques rouges, si loin du soleil éclatant de sa Méditerranée natale. Il pensa à sa mère, à la chaleur de leur petit appartement rempli des odeurs de cuisine niçoise, au bruit des vagues qu'il entendait depuis sa fenêtre les matins calmes. Quitter tout cela était un déracinement, un sacrifice immense. Pourtant, cette proposition était plus qu'un emploi. C était la reconnaissance de sa valeur, une chance de construire un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Le soir même, il annonça la nouvelle à sa famille. Sa mère, une femme forte marquée par les épreuves, les écouta en silence, les mains jointes sur la table de la cuisine. La fierté brillait dans ses yeux, mais elle était voilée par une angoisse palpable. « Le Nord, c'est si loin, mon fils », murmura-t-elle. « Les gens y sont froids, dit-on. Ne te perds pas là-bas. N'oublie jamais qui tu es, ni d'où tu viens. » Ses sœurs, plus jeunes, ne comprenaient que la perspective de son départ et s'accrochaient à lui, les larmes aux yeux. La décision de Yanis N était plus seulement la sienne. Elle portait le poids des espoirs et des craintes de toute sa famille. Il sentait sur ses épaules la responsabilité écrasante de ne pas les décevoir, de prouver que ce saut dans l'inconnu en valait la peine, que leur sacrifice ne serait pas vain. Partir naine était plus seulement une opportunité, c'est était devenu un devoir. C'est pour des histoires de courage comme celle-ci que nous existons, pour ces moments où une seule décision peut changer le cours de toute une vie. Si ce récit de courage et d'espoir vous touche, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager des témoignages qui redonnent foi en l'humanité. Yanis passa la nuit à regarder la mer depuis son balcon, respirant l'air salin, comme pour en emmagasiner assez pour les longs mois à venir. Au petit matin, sa décision était prise. Il accepta l'offre d'Alain Lambert. Le départ fut déchirant, une scène de gare empreinte de larmes et de promesses de s'appeler tous les jours. Puis, ce fut le train. Traversant une France qui changeait de visage à chaque kilomètre, laissant derrière lui les couleurs vives de la Provence pour les teintes plus sobres et industrielles des Hauts-de-France. L'arrivée à Lille fut un choc. Le ciel bas et gris semblait peser sur la ville, et le froid de l'automne, humide et pénétrant, contrastait violemment avec la douceur qu'il avait quittée la veille. Le siège de l'entreprise Lambert était une tour de verre et d'acier, un monolithe impersonnel qui dominait le quartier des affaires. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, les couloirs silencieux, les gens se croisant avec des hochements de tête distants. Yanis, avec son sourire facile et sa tendance à engager la conversation, se sentit immédiatement en décalage. On le présenta comme le nouvel assistant personnel du PDG, et il vit instantanément la méfiance s'installer dans le regard de ses nouveaux collègues. Pour eux, Hélène
était pas un talent recruté pour ses mérites, mais un caprice du grand patron, un intrus dont la présence était une anomalie. Les premières semaines furent un supplice silencieux. On l'ignorait poliment. On oubliait de le convier à des réunions informelles. On lui confiait des tâches subalternes qui ne correspondaient en rien au rôle de confiance promis par Alain. Les sourires étaient rares, et ceux qu'il recevait étaient empreints d'une condescendance à peine voilée. On le surnommait dans son dos le petit voiturier ou le soleil de la direction. Yanis tentait de faire bonne figure, de prouver sa valeur par un travail impeccable et une attitude positive, mais il se heurtait à un mur de cynisme. Chaque soir, il rentrait dans son petit appartement de fonction, un logement moderne et sans âme, où le silence-haine était rompu que par les appels à sa mère, durant lesquels il s'efforçait de paraître heureux et épanoui, mentant pour ne pas l'inquiéter. Alain, de son côté, était absorbé par une fusion stratégique qui ne lui laissait aucun répit. Il voyait Yanis s'efforcer de trouver sa place. Il percevait l'hostilité ambiante, mais il était trop pris par ses propres batailles pour intervenir directement. Il était dit que le jeune homme devait faire ses preuves seul, que cesser était un test nécessaire. Mais au fond de lui, une autre peur grandissait, et s'il s'était trompé, s'il avait arraché ce jeune homme à sa vie simple et heureuse pour le jeter dans une arène de requins où sa gentillesse serait dévorée, il voyait la lumière dans les yeux de Yanis vaciller un peu plus chaque jour, son sourire devenir plus forcé, sa posture moins assurée. La culpabilité commençait à le ronger, se demandant s'il n'en était pas en train de détruire précisément la qualité qu'il avait tant admirée. Le doute s'immisçait aussi dans l'esprit de Yanis. La solitude était un poids constant. Le manque de sa famille, de ses amis, du simple fait de pouvoir parler à un inconnu dans la rue sans être regardé de travers, tout cela lui pesait. Il commençait à croire que ses détracteurs avaient raison, qu'il n'était qu'un imposteur, un simple voiturier qui avait eu un coup de chance et qui n'était pas à sa place dans ce monde de diplômes prestigieux et de stratégies complexes. Il se sentait comme une pièce de puzzle qui ne correspondait à aucune autre, un élément étranger que le système cherchait naturellement à rejeter. Son optimisme, autrefois sa plus grande force, érodait, laissant place à une anxiété sourde qui l'empêchait de dormir la nuit. Pendant ce temps, Alain Lambert faisait face à ses propres démons. Le succès de la fusion ne lui apportait aucune satisfaction. Il se retrouvait seul dans son immense bureau, tard le soir, contemplant les lumières de la ville sans rien ressentir. Il avait cru qu'en faisant venir Yanis, il importerait un peu de cette chaleur humaine qui lui manquait tant. Mais il réalisait maintenant qu'il ne lui avait offert qu'une version plus confortable de sa propre cage dorée. Il avait agi non pas comme un mentor, mais comme un collectionneur qui acquiert une œuvre d'art rare pour son plaisir personnel, sans se soucier de l'environnement dans lequel il la place. Cette prise de conscience était amère. Il n'avait pas sauvé Yanis. Il l'avait peut-être condamné à devenir comme lui, efficace, respecté et profondément seul. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où un de ses collègues l'avait publiquement humilié en réunion en insinuant qu'il n'avait pas les compétences pour comprendre un dossier complexe, Yanis craqua. Il s'enferma dans son appartement et appela sa mère en larmes, pour la première fois depuis son arrivée. Il lui avoua tout. La solitude, l'hostilité, le sentiment de être un échec total. On a tous connu ce sentiment de désespoir, ce moment où l'on se sent complètement seul face à l'adversité. Votre soutien, en vous abonnant à notre chaîne, nous permet de continuer à raconter ces combats intérieurs et de rappeler à chacun qu'il n'est jamais vraiment seul. La voix douce de sa mère à l'autre bout du fil était un baume, mais elle ne pouvait effacer la réalité de sa situation. Raccrocher fut comme couper le dernier fil qui le reliait à son monde. Le lendemain, Yanis arriva au bureau le visage fermé, les yeux rougis. Il avait passé la nuit à rédiger sa lettre de démission. Il ne pouvait plus supporter ce combat quotidien. Il attendit le moment où Alain serait seul, puis frappa timidement à la porte de son bureau. Il entra, la lettre tremblant dans sa main, prêt à mettre fin à cette expérience douloureuse.
Alain leva les yeux de son ordinateur et vit immédiatement la détresse sur le visage du jeune homme. Il n'eut pas besoin de mots pour comprendre. Avant que Yanis ne puisse prononcer une seule syllabe, Alain se leva, contourna son immense bureau en acajou et lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils réservés aux visiteurs. D'une voix calme, qui ne laissait transparaître aucune surprise, il dit simplement « Asseyez-vous, Yanis. Nous devons parler. » Yanis ne répondit pas tout de suite. Il resta debout, la lettre de démission froissée dans sa main moite, un morceau de papier qui représentait à la fois sa défaite et sa seule issue. Le bureau d'Alain était un sanctuaire de pouvoir, avec sa vue panoramique sur les lumières de l'île qui commençaient à scintiller dans le crépuscule. Chaque objet, du stylo en argent massif au fauteuil en cuir, semblait murmurer une histoire de succès et d'autorité. Mais l'homme qui se tenait en face de lui n'avait rien d'un titan triomphant. Son regard n'était pas dur ou déçu, mais empreint d'une lassitude infinie, comme s'il portait le poids de toutes les victoires solitaires de sa vie. Alain ne regardait pas la lettre. Il regardait Yanis, et dans ses yeux, le jeune homme ne vit aucun jugement, seulement une forme de reconnaissance, une compréhension muette qui était plus déstabilisante que n'importe quel reproche. « Je sais ce que vous endurez ici », commença Alain d'une voix basse, en se dirigeant lentement vers l'immense baie vitrée. « Je sais comment il vous regarde, comment il vous parle. Je l'ai permis. Je pensais que était un test, que vous deviez prouver votre valeur par vous-même, comme je l'ai fait autrefois. Était une erreur d'orgueil. » Il posa sa main contre la vitre froide, son reflet superposé à la myriade de lumière de la ville. « Regardez ça. Yanis, j'ai passé 30 ans de ma vie à construire un empire dont je peux voir les contours depuis cette fenêtre. J'ai tout gagné. Des contrats, de l'argent, du respect. Mais je suis l'homme le plus pauvre de cette ville. Je suis seul. Mes enfants ne m'appellent que pour des questions financières. Je ne sais plus parler à quelqu'un sans penser à ce que je peux en tirer. » Il se retourna enfin, son visage à moitié dans l'ombre, et son regard plongea dans celui de Yanis, avec une intensité désarmante. « Quand je vous ai vu à Nice, ramasser mes papiers avec ce sourire sincère, j'ai vu quelque chose que j'avais perdu depuis des décennies, une chaleur, une connexion humaine authentique. Je ne vous ai pas fait venir à Lille pour être un assistant parfait, Yanis. Je vous ai fait venir pour être mon rappel, pour me rappeler pourquoi j'ai commencé tout ça, avant que les chiffres ne dévorent mon âme. Je vous ai engagé pour me rappeler que derrière les bilans et les stratégies, il y a des êtres humains. Votre travail ici n'est pas de classer des dossiers, c'est de m'empêcher de devenir complètement comme eux. » Les mots d'Alain frappèrent Yanis avec la force d'une vague, balayant des mois de doute, de solitude et d'humiliation. La lettre dans sa main semblait soudain être un artefact d'une autre vie, un vestige de l'incompréhension. Il regarda cet homme puissant, ce capitaine d'industrie, qui venait de lui confesser sa propre faillite émotionnelle. Il ne se sentait plus comme un imposteur, un simple voiturier égaré dans un monde qui n'était pas le sien. Il comprenait enfin sa place. Il n'était pas une erreur de casting, il était une nécessité. Sa gentillesse, sa capacité à voir l'humain derrière la fonction, n'étaient pas des faiblesses à cacher dans cet environnement hostile, mais la compétence la plus rare et la plus précieuse de toute l'entreprise. Il était le gardien de l'âme de cet homme, et par extension, de cette société. Lentement, sans un mot, Yanis replia la lettre de démission et la glissa dans la poche de sa veste. Le geste était simple, mais il scellait un nouveau pacte, bien plus fort que n'importe quel contrat de travail. Ce N était plus une relation entre un patron et son employé, mais entre deux hommes qui venaient de se sauver mutuellement. Yanis leva les yeux et pour la première fois, il ne vit pas son supérieur, mais un allié. Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Alain, un vrai sourire cette fois, qui atteignit ses yeux et effaça un instant les marques de fatigue. Le silence revint dans le bureau, mais Hélène était plus lourd. Il était rempli d'une promesse silencieuse, celle d'une bataille qu'ils allaient désormais mener ensemble. Non pas pour conquérir des marchés, mais pour reconquérir un peu d'humanité,
Dès le lendemain, une métamorphose s'opéra. Fort de cette nouvelle alliance et de sa mission redéfinie, Yanis cessa de subir l'environnement hostile pour commencer à le transformer. Il n'utilisa ni l'autorité déléguée de son patron, ni une attitude revancharde, mais sa propre nature. Il se mit à appliquer à ses collègues le même traitement qu'il réservait autrefois aux clients du palace. Il les voyait. Il s'intéressait sincèrement à leurs projets, posait des questions sur leur famille, se souvenait d'une anecdote partagée à la machine à café. Sa gentillesse, autrefois perçue comme une naïveté, devint une force de cohésion. Lentement, les sarcasmes se turent, remplacés par une curiosité, puis par un respect sincère. L'homme qu'ils appelaient le soleil de la direction commençait réellement à illuminer les couloirs froids de l'entreprise, non pas par sa position, mais par son humanité contagieuse. Le projet qui avait failli causer sa chute devint le symbole de sa réussite. Reprenant les rênes avec une confiance nouvelle, il utilisa son charisme pour fédérer l'équipe, apaiser les tensions et insuffler une énergie collaborative que personne n'avait jamais connue. Le contrat fut non seulement sauvé, mais le client, impressionné par la nouvelle dynamique, signa un partenariat à long terme, citant l'exceptionnelle qualité humaine des équipes. Fort de ce succès, Yanis présenta à Alain un projet audacieux, la création d'un département dédié à la valorisation du capital humain, centré sur le bien-être des employés et la culture d'entreprise. Il ne s'agissait plus de ramasser les papiers d'un homme, mais de reconstruire les fondations d'une société entière en plaçant les personnes avant les profits, prouvant ainsi que l'un nourrissait l'autre. 5 ans plus tard, l'entreprise Lambert était méconnaissable, devenue un modèle de management humain. Yanis, désormais directeur des talents et de la culture, se tenait sur l'estrade d'un amphithéâtre, non pas pour présenter un bilan financier, mais pour lancer la première promotion de la Fondation Lambert. Cette initiative, financée par l'entreprise, offrait des bourses et un mentorat à des jeunes issus de milieux modestes. Des jeunes qui, comme lui, possédaient un potentiel immense, mais manquaient d'opportunités. Dans le public, Alain Lambert, désormais à la retraite, le regardait avec une fierté qui avait remplacé la fatigue de ses traits. Il ne voyait plus un employé, mais un fils spirituel, l'incarnation vivante de son véritable héritage. Un héritage qui ne se mesurait pas en euros, mais en vie transformée. Quelques mois après, Alain était de retour à Nice, assis à une terrasse sur la promenade des Anglais, face à ce même palace. Hélène était plus un homme d'affaires pressé, mais un simple spectateur savourant la chaleur du soleil. Son regard fut attiré par un jeune voiturier qui, avec un sourire éclatant et une patience infinie, aidait une famille à décharger ses bagages tout en faisant rire leur jeune enfant. Alain sourit à son tour, un sourire serein et profond. Le cycle était relancé. Il avait compris que le geste le plus puissant de sa vie n'avait pas été de signer un contrat de plusieurs millions, mais de tendre la main à un jeune homme qui lui avait appris que la plus grande des richesses est celle que l'on partage. C'est pour continuer à croire en de tels miracles du quotidien que nous partageons ces histoires. Si celle-ci vous a touché, pensez à vous inscrire pour nous permettre de faire vivre d'autres récits d'espoir.